Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle émission du Travail dans tous les sens que nous allons consacrer aujourd'hui aux enjeux et aux limites du règlement intérieur. Rappelons qu'en France, la mise en place d'un règlement intérieur est obligatoire à partir de 20 salariés et que ces règles ne sont pas à prendre à la légère. C'est ce que vous allez me confirmer, messieurs. Joseph Souvenel, bonjour. Bonjour. Vice-président de la CFTC, Jean Tesson, bonjour. Bonjour Priscilla. Chef d'entreprise, membre des EDC, les entrepreneurs et dirigeants chrétiens que j'ai le plaisir de retrouver comme chaque semaine. Alors, Joseph, on va peut-être commencer par rappeler les domaines que régit le règlement intérieur. C'est simple, le règlement intérieur, c'est formaliser par écrit les règles en matière d'hygiène, de sécurité et tout ce qui est discipline au travail, c'est-à-dire quand on commet une faute, si on en commet, quelles sont les règles disciplinaires et comment peuvent être sanctionnées la faute. C'est ça, et normalement, c'est pas autre chose. Et ce qu'on ne perçoit pas toujours, c'est que ça s'adresse évidemment aux salariés, mais aussi à l'employeur. Les deux doivent respecter le règlement intérieur. Ça paraît assez logique, non? Et aux visiteurs. Les clients qui viennent sur le lieu de travail doivent avoir connaissance. Prennent connaissance du règlement intérieur, ça paraît un peu compliqué. Déjà, certains salariés ne sont pas très au courant des règles du règlement intérieur. Alors, c'est qu'ils ne lisent pas bien les panneaux d'affichage, puisque normalement, le règlement intérieur est affiché et accessible à tous. Est-ce qu'il y a une information qui est donnée par oral aux salariés, aux nouveaux salariés? La loi dit que le salarié, l'employeur doit lui en donner connaissance par tout moyen. Alors que normalement, à l'embauche, on remet le règlement intérieur. Il y a les panneaux d'affichage, enfin, tout moyen, voilà. L'employeur se doit de donner l'information et le règlement intérieur par tout moyen aux salariés. Alors, vous avez défini les domaines régis par le règlement intérieur. J'aimerais savoir qui fixe son contenu. Le Code du travail, l'entrepreneur, les délégués syndicaux. Comment ça se passe? Alors, le Code du travail fixe déjà les objectifs, ce à quoi il doit correspondre, mais aussi il décide des exclusions. Par exemple, le Code du travail interdit de mettre dans un règlement intérieur des règles discriminatoires. Sur la religion, sur le sexe, c'est-à-dire voilà, interdire des activités, des tâches à certains parce que. Mais la liste, elle est précise, elle est dans le Code du travail, et il doit être fait référence explicitement au fait qu'on ne doit pas faire de discrimination. Ou de harcèlement plus exactement, harcèlement moral, harcèlement sexuel, ça doit figurer dans le règlement intérieur comme une règle absolue. Ça c'est général, mais j'imagine qu'il y a des règlements intérieurs qui sont spécifiques à chaque entreprise. Par exemple, dans la vôtre, il y a un règlement intérieur qui est très lié à l'activité propre de l'entreprise. Oui, mais justement, on peut avoir deux approches différentes sur le règlement intérieur, soit se dire la loi me l'impose, je mets le strict minimum, je fais valider évidemment par mes instances représentatives du personnel, je l'affiche, voilà. On peut aussi en faire un outil de management en disant, finalement, un règlement intérieur doit permettre de mieux vivre ensemble. C'est pas seulement des règles de sécurité, mais des règles peut-être de politesse ou de bon comportement. Et là, à ce moment-là, on lui donne un autre sens. Et si c'est le bien vivre ensemble qu'on recherche, on peut peut-être encore plus facilement associer les salariés à la préparation, la rédaction de ce règlement intérieur. Joseph, c'est une vue d'ensemble que vous oui, bien sûr. approuvez? Quand c'est mis en place, c'est l'initiative de l'employeur. D'ailleurs, il doit évoluer ce règlement intérieur en fonction des textes, des lois et peut-être de l'activité. Mais évidemment, les institutions représentatives du personnel sont saisies. Elles donnent un point de vue, elles donnent leur avis. Comme l'inspection du travail est saisie, l'inspection du travail doit vérifier le principe de l'égalité, que tout est bien légal dans le règlement intérieur. Et puis, le règlement intérieur, il ne peut pas être contraire à la convention collective. Donc s'il y a des mesures qui sont prévues dans les conventions collectives, le règlement intérieur ne peut pas les contourner. Ensuite, il y a un grand principe, alors tout ce qui est hygiène-sécurité, qui va s'adapter aux entreprises, à leur activité évidemment. Et il y a un grand principe, c'est le principe de neutralité. Et on en parle en ce moment beaucoup, notamment avec les problèmes de voile islamique, parce que la justice s'est penchée sur le problème. Est-ce qu'un employeur peut interdire à une salariée de porter le voile islamique? Et ça, est-ce que le règlement intérieur peut le faire? Alors, la Cour de cassation a répondu, principe de neutralité, d'abord, on doit traiter tous les salariés de la même façon, et si on met des conditions, on doit être neutre vis-à-vis de la religion, de la philosophie, de tout ce qu'on veut. Mais, s'il y a un contact avec le public, la Cour de cassation dit, oui, l'employeur peut interdire tout signe religieux.
pas un seul, pas une seule religion, tous signes religieux. Et dans le même temps en disant, mais attention, uniquement s'il y a contact avec le public. Et donc ça s'adapte aussi. C'est très lié quand même à l'activité de c'est ce que l'entreprise, disait en Joël. tout cas d'institution. D'abord, avoir des règles connues, c'est bien, ça permet de fonctionner en société, mais le règlement intérieur, il devient intelligent quand ça devient un outil de gestion. Pour qu'on partage par rapport aux problèmes qu'on peut rencontrer, on met un certain Donc nombre de règles. c'est un bon outil. C'est Bien un sûr, bon c'est un bon outil outil. aussi. Oui, c'est un bon outil. Ça peut être un bon outil si on le considère simplement comme des interdits, une liste d'interdits. C'est un peu répressif, mais comme je le disais tout à l'heure, on peut faire un outil de management. Et j'ai un exemple à partager avec vous. Dans une des sociétés du groupe Tesson que je dirige, il y a à peu près 300 salariés sur plusieurs sites. On est passé par une phase règle de bonne pratique sur les sites. Et plutôt que de rédiger nous-mêmes, on a demandé aux salariés de nous dire ce qu'ils pensaient devoir mettre comme bonne pratique. D'hygiène aussi, par exemple, simplement être propre au travail vis-à-vis des collègues de travail. C'est pas nous qui l'avons inventé, c'est eux qui l'ont mis. Mais ça a été fait donc, en collaboration entre la direction et les salariés, pas seulement les instances représentatives du personnel, mais les salariés sur le terrain. Et tous ont été associés par des réunions debout. Et voilà. Ça, c'est une élaboration intelligente du Oui, du et puis règlement surtout, intérieur. quand on a repris le document là qui précisait les règles, on a mis les verbatims des salariés qui disaient il faut ceci, cela pour qu'ils puissent s'y retrouver. C'est-à-dire Vous vous parce êtes que- appuyé sur le terrain. Oui, on a fait le lien. Exactement, on a fait le lien. Et puis, il y a un avantage. C'est pas seulement de la démagogie. C'est pas du tout de la démagogie. Mais en tout cas, c'est plus efficace puisque c'est difficile pour eux de ne pas appliquer les Vous règles dites qu'il qu'ils y a une ont adhésion, élaborées. puisque c'est eux qui Oui. sont à l'initiative, en tout cas, de certaines mesures de ce règlement intérieur. J'aimerais Donc, on savoir peut en faire un outil de management. un outil de management. C'est pas que des interdictions. Hein. S'il y a des restrictions, d'abord, elles doivent être justifiées par l'activité et proportionnées au but recherché. Et puis, c'est aussi l'ouverture de droits. Par exemple, dans le règlement intérieur, puisqu'il y a des mesures disciplinaires, doivent apparaître les droits de la défense du salarié. Comment il peut... Et donc, voilà, c'est pas que négatif, c'est aussi des droits et devoirs. Et ça, c'est bien. Il n'y a pas une société qui peut vivre harmonieusement sans droits et devoirs, et sans qu'on pose les droits et les devoirs. Forcément, Nous en revenons à la doctrine sociale de l'Église. Soit connue de tous. Quels sont vous parliez de mesures disciplinaires, c'est-à-dire que je vais à l'encontre du règlement intérieur, je fais quelque chose qui n'est pas autorisé par ce règlement. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Alors déjà, il y a ce qui ne peut pas se passer, parce que c'est normalement dans le règlement intérieur, à la rubrique sanctions, on ne peut pas avoir de sanctions pécuniaires. C'est-à-dire qu'on ne peut pas retenir de la paye du salarié. Pas de retenue sur salaire. Non, mais ou des suppressions de primes, des suppressions de primes, ça dépend comment la prime est conditionnée. Mais voilà, pas de sanctions pécuniaires. Par contre, après, le Code du travail prévoit comment on prend en compte la faute d'un salarié. Ça peut être selon la nature de l'infraction au règlement intérieur. Un rappel au règlement, ça peut être un avertissement, ça peut être une convocation, un entretien préalable, un éventuel licenciement. Ça peut aller jusqu'au licenciement, si le oui, règlement oui, n'est pas, oui, mais, est pas respecté. Oui. Si celui qui vole dans la caisse vole dans la caisse, le règlement intérieur va prévoir un certain nombre de choses qui correspondent à la loi, mais qui peuvent être spécifiques aussi à l'entreprise. Et à un moment donné, évidemment, ça peut aller jusqu'au licenciement. Mais par exemple, C'est nécessaire de mettre ça dans le règlement intérieur, de ne pas voler, de ne pas abîmer, dégrader le matériel de l'entreprise. Si vous avez une sanction, on vous convoque, et ça va être telle personne, le DRH, suivant l'entreprise, suivant l'organisation et l'importance de l'entreprise, c'est telle personne. Comme ça, le salarié sait aussi qu'il peut se faire accompagner ou pas se faire accompagner, par qui, comment. Voilà, ça précise les choses. Et puis, par exemple, il y a des entreprises où les salariés sont enregistrés. Eh bien, le règlement intérieur va prévoir un certain nombre de choses qui fait que si on reproche au salarié des propos qu'il a tenus qui ont été enregistrés, comment sont faits les enregistrements, qui peut les écouter, dans quelles conditions, pour éviter les manipulations des bandes magnétiques, quand il y a les bandes magnétiques. Et ça, c'est très utile, je peux en parler, parce qu'en tant que délégué syndical dans une entreprise où les conversations étaient enregistrées, j'ai pu défendre un salarié comme ça, parce qu'il y avait eu un petit trafic de bandes magnétiques. Et comme ce n'était pas prévu dans le règlement intérieur, de toute façon, le juge dit que les écoutes
dans cette mesure-là, était illégale, alors que l'entreprise avait le droit d'écouter et d'enregistrer ses salariés. Si ça avait été dans le règlement intérieur, on aurait précisé que pour sortir les bandes, ça ne pouvait pas être que la direction qui les sorte, mais il fallait être accompagné par un tiers ou faire un constat d'huissier. Voilà, ça précise les choses. Et ça mais il y a bien quand même là. des limites à mettre trop de choses dans le règlement intérieur, parce que ça. C'est pas ce la serait convention dommage. collective quand même, hein, on est bien d'accord. Non, Déjà, ça non, doit non, pas ça s'applique à superposer. l'entreprise. Hein. Oui. Mais ça serait dommage qu'on en arrive à dire ah ben puisque ce n'était pas dans le règlement intérieur, ce comportement du salarié n'est pas fautif, alors que le bon sens permettrait justement de qualifier comme fautif ce comportement. C'est-à-dire, c'est une des limites, Ça, je suis à d'accord, vouloir mais tout mettre là, dans le c'était règlement l'exception, intérieur. parce que la règle, c'est qu'on n'a pas le droit d'enregistrer les salariés. On est Oui, d'accord. Ça, c'est la règle. Là, c'était profession financière, où il y a des ordres de bourse qui se passent. Et il est bon de savoir, quand un client vient dire « mais vous m'avez acheté des titres, alors en fait, je vous avais demandé de les vendre », si c'est une il faut qu'il y ait une erreur, preuve. ou qui fait l'erreur. Voilà. Donc, c'est bien d'avoir la preuve. Et je voudrais ajouter Ajoutez. qu'il faut que c'est un outil qui doit être vivant. Ça doit vivre un règlement intérieur, c'est-à-dire évoluer parce que la vie d'entreprise, son environnement, son écosystème évolue. Et donc ça peut contribuer aussi au dialogue social. Vous le de remettez travailler à plat régulièrement? Régulièrement, c'est-à-dire qu'à l'occasion de revues, par exemple, en CHSCT, on peut identifier qu'il y a eu tel problème, soit un accident, un incident, qui mérite soit une action correctrice, soit une prise en compte dans le règlement intérieur, parce que le salarié, c'était pas prévu et on n'avait pas suffisamment alerté les salariés sur tel ou tel risque. Merci. Par contre, tu ne peux pas tout interdire. Hein. Si on vous dit, Priscilla, vous n'avez pas le droit de venir à KTO en tongs et en short, ça, le règlement intérieur n'a pas le droit de le mettre. D'accord, je peux contester si on, Par contre, si on on peut m'interdit protester. mes tongs et mes shorts que je porte souvent sur le plateau. Je vous remercie beaucoup, Joseph, pour cette remarque. Merci à tous les deux. Merci. À vous également de nous avoir suivis. J'espère qu'on vous a éclairé sur les limites au pouvoir du règlement intérieur. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission sur ktotv.com. À la semaine prochaine.